Alors, Doris Behrens Aboucef a suivi une formation académique internationale. Elle obtient son master à l'université du Caire, américaine du Caire, puis un doctorat à l'université de Hambourg. Elle poursuit son parcours avec une habilitation à l'université de Fribourg, et cette formation entre le monde arabe et l'Europe a profondément marqué son approche scientifique, à la fois rigoureuse et ancrée dans le terrain. Entre 2000 et 2014, elle occupe la chaire Nasser Khalili d'art islamique et d'archéologie à la SOAS, donc l'Université de Londres. Cette chaire prestigieuse témoigne de sa reconnaissance internationale dans le domaine de l'histoire de l'art islamique. Alors, ses recherches sont innombrables, couvrent un large éventail chronologique de la période antique jusqu'au XIXe siècle. Toutefois, son travail accorde une attention particulière à l'Égypte et à la Syrie, notamment le sujet qui nous occupe ce soir, donc l'époque mamelouk. Ces thématiques de recherche sont variées: histoire politique, culturelle, architecture, urbanisme, institution du waqf, art décoratif, orientalisme, mais aussi histoire des concepts esthétiques dans la culture islamique. Parmi, voilà, énorme, ces 14 monographies, alors on va sauter un petit peu, mais non, je vais sauter, alors son livre Egypt's Adjustment to Ottoman Rule, qui a été publié en 1994, analyse la transformation de l'Égypte après la conquête ottomane et propose une lecture nuancée des continuités et des ruptures institutionnelles. Avec Beauty in Arabic Culture, alors paru en 1999, elle aborde une question plus théorique, celle de la notion de beauté dans la culture arabe, en explorant des textes littéraires, religieux et esthétiques. Son ouvrage, Cairo of the Mamluks, publié en 2007, constitue une synthèse majeure sur le Caire à l'époque mamelouk, en mettant en lumière l'architecture monumentale et le rôle du pouvoir dans la structuration urbaine. Dans The Minarets of Cairo, en 2010, elle propose une étude approfondie de l'évolution architecturale et symbolique des minarets, montrant comment ces structures participent à l'identité visuelle et religieuse de la ville. En 2014, avec Practicing Diplomacy in the Mamluk Sultanate, alors Gifts and Material Culture, voilà, in the Medieval Islamic World, elle élargit la perspective vers l'histoire diplomatique et matérielle en analysant les échanges de cadeaux comme instrument politique. Et plus récemment, dans The Book in Mamluk Egypt and Syria, entre 1250 et 1517, qui a été publié en 2018. Alors, elle étudie la culture du livre, alors les scribes, les bibliothèques et le marché du manuscrit, offrant ainsi une contribution essentielle à l'histoire intellectuelle du monde islamique médiéval. Enfin, alors je ne sais pas si c'est le dernier. C'est le dernier. Le dress code in medieval Cairo, a Mamluk obsession. Alors, s'intéresse au code vestimentaire et à leur dimension sociale et politique dans la société mamelouk. En conclusion, Doris Behrens Aboucef s'impose comme une figure majeure de l'histoire de l'art islamique. Son œuvre se caractérise par une approche interdisciplinaire, combinant l'analyse architecturale, étude des sources textuelles et attention à la culture matérielle. Ces recherches ont profondément renouvelé notre compréhension du Caire mamelouk et plus largement de la culture islamique médiévale
Et je laisse la parole à Doris. Merci, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir. Et je dois dire aujourd'hui, alors que tout le monde parle de la guerre, moi, je parle de la diplomatie. Voilà. Donc, en 2011, le président français Nicolas Sarkozy se rendit à Washington pour une visite officielle. Il apporta avec lui des cadeaux pour Michelle et Barack Obama, qui comprenaient un sac de golf Hermès, des lampes en cristal Baccarat, des articles Christian Dior et divers autres produits de luxe fabriqués en France, dont la valeur totale s'élevait à encore plus que 41 675 $. Obama, à son tour, offrit à Sarkozy et à son épouse Bruni une douzaine de cassettes DVD qui ne pouvaient pas être utilisées sur les appareils européens. Cet échange inégal entre les États-Unis et la France ne nuisit en rien aux relations entre les deux pays. La situation aurait été très différente à l'époque médiévale. L'échange des cadeaux diplomatiques à l'époque pré-moderne était dans le monde entier une question de grande importance politique et faisait partie de la pratique institutionnelle. Dans la diplomatie médiévale, en Orient comme en Occident, le cadeau était un moyen crucial de cultiver les relations et de promouvoir des alliances entre des souverains ou des gouvernements. Il n'est pas exagéré de dire qu'à côté du message écrit et du message oral, les cadeaux constituaient un médium de communication diplomatique à part entière. Mon exposé se concentre sur la diplomatie du sultanat mamelouk qui gouvernait l'Égypte, la Syrie et le Hégaz entre 1250 et 1516. Le système politique mamelouk était d'un type particulier. Le terme mamelouk signifie posséder et pas non esclave. Il y a beaucoup, même les chercheurs distingués utilisent le mot esclave qui est tout à fait faux et qui n'a jamais été utilisé dans les textes arabes. On ne dit pas esclave ou mamelouk. Mamelouk, c'est tout à fait autre chose, c'est un autre statut. Et de toute façon, ça veut dire posséder, ça ne veut pas dire esclave. Mais le système mamelouk n'était pas dynastique. Les Mamelouks étaient recrutés par Achara, donc c'est pour ça que c'est une esclave, en Asie et dans le Caucase, pour former une armée qui par suite constituait l'aristocratie militaire qui choisissait ses dirigeants et son sultan. Pardon, un instant. Est-ce que vous entendez? On n'entend pas bien. Il n'y a pas un micro? Oui, mais je ne peux pas tenir le micro dans la main. Il faudrait que le parce que, fixé. oui. Alors, on ne peut pas avancer la table ici? Je vais me mettre à côté de madame. Alors, attends. Ne bougez pas. C'est gentil, Eric. Tu es avec le magnifique. micro. Et sans vous parler. Ah, mais c'est gentil, Eric. Parfait. Mais parce que le micro est là. Oui, vous avez la patience. Bah écoutez, ça dépend. Gentil, on va se relayer. Eric, on va se relayer. On va se relayer parce Ça ne va que pas durer. c'est mieux. Non, ça va pas. On fait un test déjà. Bon, d'accord. Alors, où est-ce qu'on était? Le système mamelouk. Eric, alors, d'après ce que j'ai compris, il faut qu'elle soit juste en face. Oui. Tu vois? Mais il faut qu'on fasse un essai avant. D'accord. Ça marche. Mais si, elle marchait. Je l'ai pris. Mais non, mais attends. Non. Monique, attends. Si. Voilà. Maintenant, ça marche ici. Il faut qu'il soit très près de la bouche. Si vous n'entendez pas, vous ne levez pas. D'accord, ça va bien. Le système politique mamelouk, d'accord? Ça va? Vous entendez? Non, c'est pas dans le micro là. Parce qu'il faut Je parler. n'ai pas mangé. Il faut que vous sortez de votre essai. Bon, le système politique mamelouk était d'un type particulier. C'était pas dynastique. Alors, les Mamelouks étaient achetés, recrutés par achat en Asie et dans le Caucase pour former une armée qui par suite constituait l'aristocratie militaire qui choisissait ses dirigeants et son sultan parmi ses propres membres et perpétuait ainsi le système de recrutement. Leurs successeurs donc n'étaient pas censés être leurs fils, mais des Mamelouks comme eux.
Les Mamelouks étaient fiers de leur origine, ayant été sélectionnés essentiellement pour leur mérite. Les Mamelouks furent des soldats victorieux qui réussirent à chasser les croisés et les Mongols de leur territoire. Le Caire, sous leur domination, était décrit par les Européens comme la plus grande ville du monde. Sa position géographique et historique centrale permettait au sultan mamelouk de contrôler le commerce majeur de l'époque, c'est-à-dire le commerce des épices entre l'Extrême-Orient et la Méditerranée. Leur monopole sur son transit contribuait ainsi largement à la richesse du sultanat. Les sultans contrôlaient également les lieux saints du christianisme en Palestine et de l'islam à la Mecque et la Médine. Des ambassades venant des trois continents étaient reçues à la cour des sultans pour obtenir des faveurs relatives au commerce ou au pèlerinage. Les sultans utilisaient les rencontres diplomatiques qu'ils rehaussaient d'un grand cérémonial somptueux et de cadeaux spectaculaires pour souligner leur puissance. Les cadeaux reçus étaient souvent exposés à la cour afin de rehausser le prestige du sultan auprès de ses sujets et de ses invités. Aussi, d'après un historien mamelouk de l'autre côté, au début du XVe siècle, les cadeaux témoignaient de la grandeur du donateur. En effet, les cadeaux mamelouks envoyés aux souverains étrangers étaient très célébrés et attiraient l'attention des historiens. Outre l'autoreprésentation, la diplomatie et les cadeaux diplomatiques servaient également des intérêts stratégiques. Le sultan Al-Nasr Mohammed, qui régna dans la première moitié du XIVe siècle et qui était l'un des plus importants sultans de l'époque, justifiait les coûts exorbitants de certains cadeaux qu'il offrait en affirmant qu'ils ne représentaient qu'un modeste investissement comparé aux coûts militaires et autres qu'il permettait ainsi d'économiser. Il est également intéressant de noter que les cadeaux continuaient d'être échangés même en période de conflits extrêmes et de guerre, et parfois même accompagnés de lettres de menaces. Peu avant l'entrée de l'armée ottomane au Caire, le sultan Mamelouk al-Roui et le sultan ottoman Selim Ier continuaient encore d'échanger des cadeaux. Il s'agissait là d'un échange de cadeaux des plus ironiques. Selim, qui tentait de faire croire à al-Raouli que son armée se dirigeait vers l'Iran et non vers le territoire mamelouk, lui envoyait des cadeaux précieux. Et al-Raouli, espérant toujours éviter une confrontation militaire, répondit lui aussi par un cadeau somptueux accompagné d'un message offrant la paix. Mais après qu'al-Raouli se fut rendu à Alep pour rencontrer Selim sur le champ de bataille, Selim lui demanda encore de lui envoyer des sucreries et des confiseries. Selim, ce qu'al-Raouli fit, toujours dans l'espoir d'empêcher la guerre. Quelques semaines plus tard, al-Raouli tombait sur le champ de bataille. Il n'était pas rare que certains monarques demandent des cadeaux spécifiques à leurs partenaires. Les Ottomans le faisaient régulièrement, ce qui irritait leurs homologues européens. Ils demandaient toujours des horloges. Les cadeaux diplomatiques n'étaient pas un privilège privé du sultan, mais une affaire de l'État, et au même titre que la correspondance diplomatique et le protocole. Les cadeaux étaient enregistrés dans les archives d'État conservées pendant des siècles, consignant la valeur monétaire de chaque lot de cadeaux reçus, ainsi que la valeur des cadeaux offerts en retour. La valeur enregistrée dans ces archives servait d'étalon pour mesurer la valeur des cadeaux à réciproquer. Lorsque l'ambassade d'Éthiopie arriva au Caire à la cour du sultan al-Raouli au début du XVIe siècle, les cadeaux qu'elle présentait furent critiqués par les fonctionnaires mamelouks comme étant médiocres. L'envoyé fut réprimandé et on lui montra des registres qui documentaient des cadeaux précédemment envoyés par l'Éthiopie avec leur date et leur valeur monétaire, indiquant que 200 ans plus tôt, les Éthiopiens envoyaient des cadeaux bien plus respectables.
Aussi, au début du XVIe siècle, avec le sultan Al-Roui, lorsqu'un ambassadeur de la cour d'Espagne, Pedro Martir, arriva au Caire, accompagné d'une petite suite ne portant aucun cadeau, il fut de même réprimandé et faillit être empêché de rencontrer le sultan. Il se défendit en disant qu'à la cour d'Espagne, il n'était pas d'usage qu'un ambassadeur offre des cadeaux à un souverain, car cela était plutôt considéré comme une offense. Cette excuse n'était manifestement pas vraie, car des cadeaux étaient régulièrement échangés entre les souverains espagnols et les sultans romains. Lorsqu'une fois, le sultan du Yémen décida d'arrêter l'envoi de cadeaux à la cour mamelouk, le sultan Al-Nasr Mohammed envisagea d'envoyer une expédition militaire contre le Yémen, mais il en fut empêché par d'autres circonstances. Les cadeaux du Yémen étaient très prisés car ils comprenaient des biens précieux d'Extrême-Orient, épices, soieries et objets exotiques. Il existait une hiérarchie dans la valeur des cadeaux offerts qui dépendait du statut du destinataire et aussi des occasions. Il existait également une hiérarchie des occasions expliquant les variations dans la valeur des cadeaux présentés à un même destinataire. À la suite de la conquête ottomane, de la conquête de Constantinople par les Ottomans, le sultan mamelouk Jafar envoya des cadeaux particulièrement précieux, comprenant un manuscrit du Coran censé avoir été écrit par le calife Osman. Il y en a un d'ailleurs qui est au Caire, et je ne sais pas combien il y en aurait de ces légendaires Corans écrits par Osman. La valeur matérielle des cadeaux diplomatiques ne doit pas être sous-estimée. Alors que le sultan Al-Muayyad faisait construire sa mosquée, il ordonna que les cadeaux diplomatiques à ce temps qu'il avait reçus de Venise, du Yémen et de la cour ottomane soient vendus pour financer la construction de la mosquée. Malheureusement, on ne nous a pas dit qui a acheté ces cadeaux. En ce qui concerne les cadeaux eux-mêmes, ils constituaient généralement un ensemble composite de divers objets. Certains appartenaient à une tradition universelle de la culture princière, remontant souvent à l'Antiquité, en Orient ou en Occident. Par exemple, des textiles, soit sous forme de tissu, soit façonnés soit sous forme de tissu, soit façonnés en vêtements et robes d'honneur, ou encore des éléments d'ameublement tels que les tentures, les draperies et les tapis, ou aussi sous forme de tentes qui figurent fréquemment parmi les cadeaux diplomatiques, et ils étaient très appréciés dans le monde entier. J'ai choisi deux miniatures ici qui représentent des tentes, une ottomane et l'autre iranienne, pour vous donner un exemple de la valeur de ces tentes qui étaient pas seulement pour des nomades, mais qui étaient des tentes cérémonielles. Les lots des cadeaux mamelouks comprenaient des objets, souvent des objets étranges et rares, destinés à susciter l'émerveillement du destinataire. Dans les sources arabes, on se réfère sous le terme tohaf, signifiant merveille, des choses étranges. Les cadeaux mamelouks n'étaient pas toujours des produits locaux, contrairement aux cadeaux de Sarkozy, qui représentaient l'industrie française. Très souvent, il s'agissait d'objets importés, tels que des animaux exotiques provenant de régions lointaines, de la porcelaine chinoise, que les Mamelouks pouvaient aisément se procurer, alors que les Européens n'avaient pas d'accès direct aux produits d'Extrême-Orient avant la fin du XVe siècle, lorsque l'accès par le cap de Bonne-Espérance devint possible. La porcelaine chinoise, toujours très estimée dans le monde entier, était un des cadeaux constants que les Mamelouks offraient, surtout aux Européens. Et c'est principalement par le biais de ces cadeaux que la porcelaine chinoise à cette époque parvenait en Europe. Ce tableau de Giovanni Bellini montre une fête des dieux, et vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez bien discerner,
Ces dieux-là, ils portent des objets, tous, ils mangent en se servant d'objets tous d'art chinois. J'ai compté de porcelaine chinoise, j'ai compté qu'il y en avait une douzaine. Il y avait 11 à peu près là d'origine chinoise dans ce tableau qui montre comment les dieux fêtaient. Ils fêtaient avec la porcelaine chinoise. Alors qu'au Caire, tout le monde, la porcelaine chinoise était très répandue à la table des sultans et des aristocrates. Cette miniature du char nommé du sultan Al-Rour au début du XVIe siècle montre le sultan et en même temps on voit juste devant, en avant la porcelaine bleue et blanc avec des formes tout à fait chinoises. Les produits importés étaient souvent inclus dans la sélection des cadeaux. Les Ottomans offraient des textiles européens et persans, et les souverains persans incluaient aussi dans leurs cadeaux des soies et des tapis de Turquie. Il n'y avait rien d'étrange à cette époque-là. Les cadeaux pouvaient être également réutilisés ou de seconde main. Un cas intéressant fut celui d'une tombe cérémonielle en soie offerte au sultan Al-Rouri. Elle avait été initialement commandée par un souverain turcoman qui l'offrit au Shah Ismaïl d'Iran, lequel l'offrit à un autre souverain turcoman qui à son tour l'offrit au sultan Mamlouk Al-Rouri. Ce dernier fut si enthousiasmé qu'il la fit exposer à la résidence royale de la citadelle pour être admiré par tout le monde. Le caractère de seconde main du cadeau n'était pas perçu comme un défaut. Au contraire, il conférait une lignée et une patine historique qui augmentaient la valeur de l'objet. Dans certains cas, il s'agissait d'un signe d'appréciation particulière. Dans la culture médiévale, des cadeaux royaux, il existait également une tradition selon laquelle un souverain offrait des vêtements qu'il avait lui-même portés. Lorsque le souverain mongol Abu Saïd offrit la paix au sultan Mamlouk Al-Nasr Mohammed, il envoya une ambassade avec beaucoup de cadeaux, mais qui comprenait aussi son propre turban. Le sultan ottoman Mourad II envoya au sultan Mamlouk Basbay les vêtements qu'il portait, y compris aussi son turban. Cette coutume était pratiquée dans d'autres cultures très modernes, en Orient et aussi en Occident. Des êtres humains, esclaves, hommes ou femmes, figurent dans presque toutes les listes de cadeaux étrangers entre les Mamelouks et autres souverains orientaux. On n'envoyait pas d'êtres humains ou des esclaves aux Européens ou aux chrétiens, on les envoyait aux Orientaux. L'Éthiopie envoyait régulièrement des esclaves qui venaient d'Afrique, parmi lesquels des eunuques destinés à la cour du sultan. Certains d'entre eux pouvaient atteindre des positions très élevées, comme par exemple l'eunuque Gauhar al-Qunukbari, qui s'occupait des enfants du sultan dans le harem. La carrière de Gauhar dépassa finalement cette fonction. Il obtint le statut d'émir, fut hautement estimé, jouit de grands honneurs et acquit une immense fortune. Sa madrasa funéraire attenant à la mosquée d'Al-Azhar, dont vous voyez des détails ici, comprend un mausolée en pierre surmonté d'une coupole sculptée dans un style qui est princier, qui était alors une nouveauté à cette époque. Un autre cadeau intéressant était l'émir Harun Shah al-Nasiri, qui est mort en 1349, qui avait été envoyé au sultan al-Nasr Mohammed par le souverain mongol d'Iran, Abu Saïd, lequel l'avait lui-même acquis de l'empereur de Chine. Il occupait une position éminente dans l'aristocratie mamelouk au Caire. Des artisans figuraient aussi parmi les cadeaux diplomatiques, comme un bâtisseur qui accompagnait une ambassade de Tabriz où il introduisit la décoration céramique dans l'architecture du Caire. Les prisonniers de guerre appartenaient également aux cadeaux diplomatiques, par lesquels le donateur
célébrer une victoire militaire en partageant le butin avec ses homologues. Lors de leur expansion en Europe, les sultans ottomans envoyaient régulièrement des ennemis capturés à leurs homologues en Égypte et en Iran. Ces prisonniers, qui appartenaient généralement à l'élite de leur pays, étaient exhibés au Caire lors de leur arrivée, attirant une foule nombreuse de spectateurs. À une occasion, leur parade au Caire fut décrite comme plus magnifique que celle de la caravane de pèlerinage. Après la conquête de Constantinople, Mehmed II envoya à la cour mamelouk des aristocrates byzantins capturés avec leurs armures et leurs chevaux comme cadeaux. Beaucoup de ces prisonniers étaient intégrés comme mamelouks dans l'aristocratie militaire dirigeante. Les êtres humains n'étaient pas toujours vivants lorsqu'ils étaient offerts comme cadeaux. Parfois, c'était seulement des têtes tranchées qu'on envoyait. De tels macabres cadeaux visaient à partager et à proclamer le triomphe d'une victoire militaire, tout en contenant un message d'avertissement pour le destinataire, impliquant « toi, tu pourrais être le prochain ». Cela était probablement l'intention du sultan ottoman civil lorsqu'ils envoya quelques têtes de ses ennemis au sultan mamelouk al-Rouli. Celui-là eut la chance que son corps ait disparu sur les champs de bataille, probablement grâce à l'initiative de son entourage, qui empêcha ainsi que sa tête ne devienne un jour un cadeau diplomatique ottoman. Concernant l'assentissement des cadeaux mamelouks, un objet de plus précieux à cette époque était bien sûr les épices dont le commerce n'était pas dont le commerce était monopolisé, était un monopole mamelouk. Par épices, il ne s'agit pas seulement des intégrants alimentaires pour la cuisine, mais aussi et surtout des plantes pharmaceutiques et à usage médical. Voilà, l'huile de baume de Matavella était également un cadeau royal extrêmement précieux et une spécialité égyptienne réputée être la meilleure du monde. Le baume était cultivé dans un jardin gardé et contrôlé par le gouvernement à Matavella au nord du Caire. Il était irrigué par un puits spécial traditionnellement associé avec la visite de la Sainte Famille en Égypte. La Vierge Marie aurait baigné le Christ dans son eau. Le baume était recherché à des fins médicales et était également très apprécié par les chrétiens d'Éthiopie, de Byzance et d'Europe pour son usage ecclésiastique tel que le baptême. Les Égyptiens eux-mêmes l'utilisaient à de multiples fins médicales. Le parfum de civet, en arabe zébed, faisait partie des cadeaux diplomatiques mamelouks aussi. Il s'agissait d'une sécrétion très prisée d'un mammifère indien pour laquelle les femmes de la Renaissance payaient des très hauts prix. La civette arrivait généralement par le Yémen, mais il n'est pas exclu qu'elle ait été également élevée au Caire. Un autre produit Un autre produit animal était le cerf, un type de lézard. Sa chair séchée était utilisée comme médicament et aphrodisiaque. La thériaque était un autre médicament pour lequel l'Égypte était très célèbre et un objet de cadeau mamelouk. La thériaque était produite à l'hôpital du sultan Kalaour, l'un des plus grands hôpitaux et centres médicaux du monde. La thériaque, qui trouve son origine dans la médecine grecque, surtout ghanéenne, était un antidote utilisé contre tous les venins de serpent, ainsi que contre beaucoup d'autres maladies. Elle était produite aussi en Europe à la même époque, jusqu'à la Renaissance, mais avec une composition différente. J'ai déjà mentionné les textiles avant, y compris les robes d'honneur, brodées et le titre princier, et constituaient
un des cadeaux, et on les mamelouks très appréciés, on les utilisait souvent pour les vêtements ecclésiastiques. Les mamelouks envoyaient des armes cérémonielles, mais surtout pour les autres, à d'autres monarques ou souverains musulmans. En général, on n'envoyait pas les armes vers l'Europe. Les chevaux étaient toujours échangés. Les chevaux étaient toujours échangés par le biais de cadeaux diplomatiques dans toutes les directions et à toutes les époques, et ainsi que d'autres animaux exotiques qui faisaient partie des cadeaux les plus prisés dans presque toutes les cultures du monde prémoderne. En réalité, c'est également aussi, cette tradition qu'on continue aussi dans le monde moderne. Il suffit de penser à la panda diplomatie, la diplomatie du panda, où les Chinois, qui avaient une longue tradition d'offrir leur panda comme cadeau à d'autres cours, continuent à le faire jusqu'aujourd'hui. Un exemple célèbre est celui des pandas offerts à Nixon après sa visite en Chine en 1972, auquel il répondit en leur offrant 2 bœufs musqués. Et très récemment, dans les semaines dernières, on lisait dans la presse que à la suite de la détérioration des relations sino-japonaises, le Japon a retourné un couple de pandas avec à la tristesse de la population, à la Chine. Les éléphants et les girafes étaient les animaux exotiques les plus spectaculaires offerts par les sultans d'Égypte comme cadeau diplomatique. Mais il y avait aussi des lions, des perroquets, des zèbres et des autruches. Bien que le sultan Timur ou Tamerlan, le souverain de Samarcande, ait envoyé la série, ce qui constitua un désastre pour les Mamelouks, il envoya un éléphant au sultan, à ce sultan-là, c'est Farah ibn Barkou, probablement provenant de ses conquêtes indiennes. Celui-ci portait un palanquin en bois, transportant des musiciens jouant des cymbales. Nous n'avons aucune illustration mamelouk ou d'autres de ces éléphants, mais on a des objets d'art qui représentent un éléphant portant des musiciens sur un palanquin. Et ça, c'est bien ces deux objets-là qui montrent un éléphant qui porte un palanquin avec des musiciens. Ça prédate même l'époque mamelouk, c'est-à-dire que c'était une tradition très répandue, même avant les mamelouks, et probablement après aussi les mamelouks. Et ce bassin, au Victorian Albert Museum, montre un éléphant qui porte aussi un orchestre sur son dos. Sous le règne de Sultan Al-Houri, des éléphants arrivèrent d'Inde comme cadeau diplomatique. Ils défilèrent dans le chœur avec des musiciens qui jouaient des tambours et des trompettes et exécutaient pour le sultan des combats simulés dans la citadelle. Une source italienne mentionne un éléphant et un tigre envoyés par le sultan. Alors ça, c'est pour vous montrer un exemple de ce que c'était les combats simulés. Ça, c'est à Lahore, aujourd'hui Pakistan, et ça montre les jeux que ces éléphants pouvaient effectuer, ou les spectacles qu'ils faisaient. Alors, les éléphants qui étaient venus avaient été offerts à l'Ouri, étaient aussi faisaient des spectacles pareils. Une source italienne mentionne un éléphant et un tigre envoyés par le sultan Pius B au duc de Milan, Galeazzo Sforza. En effet, il existe une fresque dans les palais ducales du château de Milan qui représente cet éléphant conduit par un palefrenier à l'apparence égyptienne. Vous voyez, il porte la galabia, il est brun, et il y a aussi une autre fresque, mais beaucoup moins claire, qui montre un peu une partie d'un tigre. Ces peintures dans le palais révèlent la fierté du duc de Milan d'avoir reçu de tels cadeaux du sultan d'Égypte. Mais la grande vedette de tous les animaux diplomatiques, c'était la girafe. Les Égyptiens les recevaient de Nubie en même temps que les esclaves, et ils les envoyaient dans le monde entier
à leurs partenaires diplomatiques, où elles étaient reçues avec un immense enthousiasme. On a beaucoup de descriptions de l'enthousiasme que ces girafes faisaient provoquer quand elles arrivaient. Le sultan Farab ibn Bakou, qui avait reçu déjà un éléphant de Tamerlan, lui envoyait une girafe qui fut décrite en détail par l'ambassadeur espagnol Claviro, qui était présent à Samarkand à ce temps-là. Elle a aussi été représentée dans une biographie illustrée de Timur de Zafar Nameh quelques décennies plus tard. Le sultan Khalbé envoya des girafes à de nombreux souverains. Grâce à la girafe, grâce à la girafe, son ambassade auprès de Lorenzo de Medici en 1487 devint célèbre en Europe et trouva un écho dans l'art florentin de cette époque. Elle comprenait aussi, entre autres, de la porcelaine chinoise, des textiles de luxe, une tente, de l'huile de veau, des jarres de sucreries, un lion, un cheval, des chèvres et des moutons aux longues oreilles et grosses queues traînant jusqu'au sol, et surtout la girafe dont l'arrivée à Florence provoqua une sensation. Lorenzo le Magnifique, entouré de hauts dignitaires dans la ville, reçut l'ambassade dans la loggia de la Signoria, décorée pour la cérémonie, tandis qu'une foule nombreuse se rassemblait sur la piazza pour assister à l'événement. Des poèmes et des éloges furent composés à la gloire de la girafe, et un poème loua Khaïbaï lui-même pour avoir envoyé cette créature spectaculaire. Selon un historien italien, je cite, ce fut cependant pendant longtemps un spectacle merveilleux, non seulement en Toscane, mais dans toute l'Italie. On peut dire que l'image de Khalbé dans l'Italie de la Renaissance fut largement façonnée par la girafe. Cette peinture que vous voyez ici a été exécutée par Vasari plusieurs décennies plus tard. Elle décore le plafond des salles au Palazzo Vecchio à Florence et elle a été réalisée plusieurs décennies plus tard. De nombreux artistes, vous voyez ici le plafond, la situation, la position de ce tableau dans le plafond de cette salle. De nombreux artistes se sont inspirés par cette girafe qu'ils ont intégrée dans leur représentation de l'adoration des mages. Ici, une esquisse, aussi de la même époque, qui est le résultat de la visite de cette girafe. Ici, à Florence, Santa Maria Novella, on voit dans un des détails, un des tableaux qui montre l'arrivée des mages vers Jésus, ou avec une girafe. Aussi d'autres scènes sur le même sujet qui décorent des églises et qui intègrent la girafe dans la représentation de l'adoration des mages. Et aussi d'autres tableaux avec soulevés différents, celui-ci 1490, qui est arrivé très récemment après l'arrivée de la girafe à Florence, montre la girafe dans un tableau. La fin du sultanat mamelouk ne fut pas la fin de la diplomatie de la girafe. Les dernières girafes diplomatiques à voyager du Caire vers l'Europe furent envoyées par Mohammed Ali Pacha au XIXe siècle. Il y en a eu trois. L'une d'elles, destinée au roi de France, Charles X, accompagnant une ambassade envoyée pour le dissuader de soutenir la guerre d'indépendance la guerre d'indépendance grecque. Elle marcha de Marseille à Paris, créant toute une sensation tout au long de son parcours. On la nomma Zarafa, qui est le mot arabe pour girafe, et elle fut largement célébrée dans la peinture et aussi la littérature, et immortalisée par naturalisation au musée de l'histoire naturelle de La Rochelle. Une autre girafe arriva en Angleterre, à Londres, destinée à Georges IV, avec sa ménagerie royale.
Le tableau montre ici les accompagnateurs égyptiens de la girafe et à l'arrière-plan, on voit des vaches égyptiennes qui étaient supposées fournir le lait à la jeune girafe. Bon, pour retourner au cadeau mamelouk et conclure, les animaux, les textiles, les épices et les parfums sont des cadeaux diplomatiques universels depuis l'Antiquité, presque jusqu'à nos jours. La reine de Saba est réputée avoir apporté des épices au roi David. Les cadeaux offerts par les mages à Jésus comprenaient de l'encens et la myrrhe. Les cadeaux que le prophète Mohammed est dit avoir reçus du gouverneur byzantin d'Égypte comprenaient des esclaves, des animaux et de l'or et du lait. Bien que leurs cadeaux aient inclus des spécialités locales, il est remarquable que les cadeaux diplomatiques des Mamelouks n'étaient pas utilisés comme moyen de publicité pour leur production locale, comme d'autres États le firent, les Ottomans l'ont fait. Les objets typiques de l'art mamelouk que vous voyez ici dans cette image, le verre émaillé, le métal incrusté, la céramique, tout ça, c'était des objets très prisés en Europe, des objets d'exportation. Mais, par exemple, ici, vous voyez, cette photo, dans cette image, on voit l'importance et la valeur de l'art mamelouk qui est représenté ici, la forme de cette lampe qui montre la visite de la Vierge avec Jésus au temple, ou aussi l'autre, oui. Et celle-là, oui, et aussi ici l'adoration dans le jardin. Ce sont des moments, ces blancs en association associés à un événement ou une scène religieuse très importante. Donc, ça montre comment estimer et on va valoriser les objets d'art mamelouk, mais je ne les ai pas trouvés mentionnés nulle part dans les descriptions des cadeaux mamelouk. Il n'essayait pas de. Les productions typiques mamelouk ne faisaient pas nécessairement partie, ou bien peut-être qu'ils étaient envoyés comme emballage pour mettre les épices peut-être. Je ne sais pas. C'est une spéculation de ma part. Bien sûr que la sélection des cadeaux mamelouk semble avant tout mettre en avant, ce sont leurs collections mondiales qui leur donnaient accès à des choses hors de portée des autres. Merci. J'espère que c'est une bonne primaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Alors, peut-être qu'il y aura quelques questions. Je voulais juste relever qu'en juin dernier, il y avait cette très grande exposition à Paris, Mamelouk. Oui, alors on avait été justement. Ah bon, vous avez été? Ah oui. Avec Harry Cubain. Oui. Et c'était immense. C'était très joli. Très joli. Il y a des. Bon, c'était très merveilleusement Présenté, oui, bon, c'était magnifique, vraiment. Alors voilà, je vais passer le micro. Si quelqu'un a des questions, alors tu veux le micro? Je ne savais pas qu'à une certaine époque, Mamelouk, c'est pas important. Le chat d'amé, c'est-à-dire il y avait un chat d'amé aussi. Ça, c'est une exception. Des d'abord, surtout après dans le 15e siècle, dès le 15e siècle, il n'y avait pas de manuscrit illustré du tout, mais le chat d'amé, Al-Roul avait fait une traduction du chat d'amé en turc qu'il avait fait illustrer. Alors c'est le seul, c'est presque le seul, pas tout à fait le seul, mais c'est le seul manuscrit illustré de l'époque du 15e siècle. Est-ce qu'il y a des chats d'amé turcs où les chats d'amé sont généralement c'est une œuvre oui, c'est typique personne dans le sang. bien sûr. Mais ça, c'est la première tradition. Oui. Elle a été faite, elle a été commandée par Al-Roul.
Merci beaucoup. J'espère que j'ai parlé un peu vite parce que... Non, mais ça va très bien. Voilà. On est tout à fait dans les temps. On peut prendre quelques questions s'il y en a. En tout cas, c'est vrai que pour cet aspect, c'est un petit peu étonnant pour moi que justement les Mamelouks ne voulaient pas mettre en valeur leur propre art. Parce qu'il y avait quand même des choses magnifiques qu'on voit un peu partout en Louvre. C'est bizarre, oui. Alors ils préféraient offrir. Et je ne sais pas exactement, moi j'ai souvent discuté ce point-là avec des collègues, et il y a alors une de l'élève, une collègue avait proposé, je leur pouvais, peut-être on les utilisait comme emballage. Mais je l'ai lu dans toutes les études que j'ai faites avec ce livre-là, je n'ai trouvé nulle part une mention de l'objet d'art mamelouk. Mais nous savons que des grands tapis mamelouk. Ah oui, C'était de l'exportation, c'était pas des cadeaux. Ah, voilà, d'accord. Voilà. Oui, et il n'avait pas essayé non plus d'utiliser ça comme réclame. Oui, c'est ça. Par exemple, les Turcs envoyaient très souvent de la soie de mousse, c'était leur grand produit d'exportation, et ils l'utilisaient aussi pour les cadeaux diplomatiques. Mais je ne sais pas pourquoi les Mamelouks n'ont pas fait ça. Ça, c'est vraiment. Bon, c'est Allez, encore à vous demandez. élucider. Voilà. Non, ça va, je parle Ça comme va ça. Comment est-ce que les éléphants allaient de là jusque là? Les éléphants, c'est encore facile. Écoutez, les éléphants dans les arbres. Comment Bateau et à pied. En C'est bateau. beaucoup plus difficile. C'est le, comment ça s'appelle, le Félicien. Comment? Qui Bon, il y a le grand militaire Félicien qui venait dans les arbres avec les éléphants. Ah oui, non, il n'était pas Félicien. Hein. Hannibal. Hannibal. C'est pas un cadeau, ça. Les éléphants, c'est beaucoup plus facile et ils voyagent régulièrement. À pied, non, enfin, sur pattes. C'est comment une girafe, comment les moutons, et les chèvres, et les autres animaux, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Mais il y avait les éléphants d'Hannibal. Oui, c'est ça. Avant, les C'est éléphants ce que je viens de dire. les éléphants d'Hannibal. Mais ça prenait un temps fou d'aller de là à là. Comme ça, 3, 4 mais ans. le temps, C'est encore facile. le temps ne comptait pas à l'époque. C'était beaucoup plus difficile que ceux qui venaient de l'Inde, en Égypte, par exemple. Voilà. Parce que c'était très souvent des éléphants indiens, pas africains. Oui, indien, voilà. Oui, oui. Voilà. Et donc là, par contre, les girafes venaient de nuit. Bon, ils étaient fait d'abord de nuit, on les envoyait, mais vous voyez, on s'attendait le tableau. Salut. Toute une équipe de gens qui s'occupaient. Oui, donc je partais avec. Et je ne sais pas si les girafes marchaient pas chemin. La Française est venue à Marseille et elle a marché jusqu'à Paris. C'est le transport d'animaux, beaucoup plus ancien. Oui, Parce que les Romains importèrent pour les jeux du cirque des loups, des éléphants, des serpents, tout ce qu'on voulait. Et dans les canaux diplomatiques faits à la France ou à d'autres pays, on a créé des tas de jardins géologiques. L'exemple des jardins des plantes à Paris, il y avait effectivement des girafes au vol, il y avait des Il y a une mosaïque de Sicile, la Villa Armeria, qui montre comment on capturait les éléphants et tous ces animaux-là. Vous parlez justement de Sicile, de la Sicile. On dit qu'il est à la villa, Villa Casale. à Armeria. C'est la même chose. C'est la même chose. reconnu par l'UNESCO Magnifique. parce qu'il a Oui, j'avais vu été sorti de terre Et justement, il montre bien comment on prenait les animaux, on les mettait dans les... Tous les animaux de la terre, les animaux mosaïques avec tous les animaux. En fait, c'est un consul romain qui voulait montrer que, à égalité avec les consuls, avec les empereurs à Rome, il racontait toute l'histoire de l'Antiquité. Oui, le Colosseum avait une consommation énorme d'animaux qui venaient tous de pays petits, mais ils jouaient tout ça pour les gladiateurs. Il y en avait des centaines de milliers qui voulaient être consommés. Ils sont perpétués à la tradition, justement. Alors, s'il n'y a pas d'autres
questions. Ah, voilà, vas-y. Merci pour la conférence, très intéressante. Je me suis posé la question de la valeur symbolique de ces cadeaux. Alors j'imagine que les têtes coupées, c'était quand même une espèce de menace. C'était la menace, Vous oui. avez dit. Mais ça me fait penser à un cadeau qu'a apporté Angela Merkel à M. Erdogan. Et c'était une colombe en terre, en argile, façonnée par un enfant. Donc c'était un cadeau qui n'avait aucune valeur, si ce n'est une valeur symbolique. Et par contre, les cadeaux de Sarkozy, ça c'était effectivement un peu de la publicité pour les produits français. Voilà. Nous, on a les Lego, donc ça, on a bien donné les Rolex à M. Trump. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Les Rolex à monsieur qui ont été offerts Les à Rolex monsieur à Trump. M. Trump, c'est pas symbolique, non? Ben voilà. Alors, on va pas, en cherchant pas plus loin. Attends, je vais l'enlever. Mais vous avez pas, vous n'étiez pas. Vous n'étiez pas. De mon âme. Ah voilà, ça va. Non, parce que sinon je ne peux pas continuer. Ah non, moi je suis Merci beaucoup. J'aurais encore aimé vous écouter. Très, très original comme sujet. Le sujet est très original. Cadeau. Mais je sais pas si moi c'est papa, l'autre voyage, je crois pas, c'était le Tessin, il me semble pas. Non, je vous vois plutôt l'autre voyage que je fais en Québec. Et maintenant, je fais partie du comité des excursions depuis 2 ans et j'ai organisé l'année passée le voyage dans le nord de la France, les musées du Nord. Je ne sais pas où est parti. Et puis là, on organise à Venise la Biennale de l'art au mois d'octobre. Oui, je sais. Oui, alors. Oui, je sais, c'est important. Je suis d'accord avec vous. Moi-même, j'ai le même problème. Ben, je laisse un message, alors je fais un mail. Mais voilà, je fais un mail.